Depuis août, voilà, Glaise, dont je pense beaucoup d'entre vous ont eu le plaisir de le lire. Et bon voilà, c'est ce dont on va discuter ce soir, échanger avec Franck. Du coup, cher Franck, sur ce texte, on va rentrer petit à petit dans le contenu, mais qu'est-ce qui tu as situé, pour moi en tant que lecteur, ce que j'ai trouvé de marquant dans ce texte au tout début, c'est que, à l'inverse des précédents, c'est un endroit qu'on peut parfaitement situer géographiquement, à une époque qu'on peut parfaitement situer temporellement, et avec des personnages avec une filiation. Qu'est-ce qui était important pour toi dans cet ouvrage? Pourquoi est-ce que tu as fixé cet ouvrage sur des lieux, des temps bien précis? Est-ce qu'il y avait qu'est-ce qui a résonné et qui a fait que tu avais envie de parler de ce lieu? Est-ce que tu peux déjà nous présenter le lieu Puits Violent, qui en lui-même est un nom qui emporte beaucoup de choses? C'est un livre qui part avant tout des personnages plutôt que du lieu. Oui. En fait, c'est un livre que je porte, j'imagine, depuis une trentaine d'années, qui part avant tout d'un autre Joseph qui était mon arrière-grand-père et qui est aujourd'hui dans mon bureau, son magnifique uniforme, et qui n'a pas survécu bien longtemps. Et donc ma grand-mère m'avait donné son carnet militaire et la lettre qui annonce sa mort à mon arrière-grand-mère et qui commence par « J'ai l'honneur ». Donc voilà, ça a travaillé pendant... c'est une espèce de révolte comme ça que j'avais en moi et qui a dû travailler, j'ai beaucoup lu, etc. sur cette époque. Mais je ne savais pas par quel bout prendre cette sorte d'hommage, si on peut appeler ça un hommage, parce que tout a été dit sur la guerre. La guerre frontale, tout a été raconté, les horreurs, etc. On sait ce qui s'est passé. Et donc en fait, ça s'est imposé il y a à peu près 2 ans où j'ai eu la vision d'une espèce de scène de western, en fait, de cette vieille dame qui était la Marie, donc, qui un soir d'orage, comme toutes les nuits d'orage, se lève avec son coffret, s'habille et fait lever tout le monde au cas où la foudre tomberait sur la maison. Et je savais que son fils partait le lendemain à la guerre. Voilà. Donc tout est parti de là. Après, je ne savais absolument pas où j'allais. Je ne savais rien du tout. Mais c'était vraiment, j'avais cette espèce de flash. Tout part en fait d'une image forte, d'une émotion, quelque chose qui me transperce en fait et qui s'impose. Et après j'écris. J'écris et je réécris beaucoup aussi. Mais est-ce que tu avais conscience des effets, puisque donc ça se situe au début de la Première Guerre mondiale, et les campagnes sont vidées pour alimenter le front par les hommes. Est-ce que tu avais, à travers des récits familiaux, ou en tout cas de là où tu es né, tu habites, est-ce que tu avais conscience du fait que ces campagnes étaient vidées et que finalement restaient les femmes, les enfants, et que autre chose se nouait, pas seulement le fait pour un homme de partir et de laisser sa famille? Je m'aperçois que je n'ai pas répondu à la question. La première question, sur le lieu. Oui, tu es parti sur le personnage, donc je te suis. Juste pour dire un mot sur le lieu, quand je parlais de scène de western, il s'est imposé à moi que ça se passait dans la montagne. Et j'en connais une parfaitement, je connais ce lieu pour y être allé très souvent, y être retourné. Le Puits Violent s'est imposé. Voilà. Ne me demande pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Aucune idée, mais je savais que ça se passait dans la montagne. Je savais que ce serait les montagnards. Alors, il me semblait beaucoup plus... Ce qui s'est imposé à moi aussi, c'est de parler de ces gens-là qui restaient. Voilà. C'est-à-dire le bruit de fond de la guerre, qui était un silence assourdissant, pour moi qui l'ai dit, mais c'était vraiment ça, quoi.
et notamment les personnages de femmes, à travers 3 générations, les filles, les mères, les grands-mères. Comment c'était possible à cette époque-là de vivre cette... alors, il y avait une forme d'aliénation aux travaux physiques, puisque les hommes étaient partis, et ils étaient partis notamment avec les animaux, enfin avec les chevaux. Et en même temps, c'était la liberté. Les hommes étaient partis, l'émancipation. Comment on vit ça? Comment on peut faire face à ça? On peut y faire face, c'est pour ça qu'il y a autant de personnages de femmes, parce qu'elles ont toute une manière particulière d'y faire face. Parce que j'imagine aussi qu'il y avait une part de culpabilité. C'est-à-dire de vivre cette liberté comme une liberté. Ça devrait être vachement compliqué. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a Mathilde, effectivement, sa première action, elle, c'est se mettre du côté du tiroir à pain. C'est-à-dire sans faire un long dialogue, on comprend tout de suite qu'elle prend le pouvoir. Irène a une autre façon de s'en sortir, d'essayer de s'en sortir. Anna aussi, voilà. Et c'était vraiment, c'est un livre qui est vraiment porté sur, enfin, qui est vraiment porté par ces portraits de femmes, effectivement, et une histoire d'amour. Alors, c'est mon premier roman d'amour. Exactement. Bon, voilà, tu mais c'est exactement ça. T'as pris l'avance. Non, mais c'est ça. C'est un roman d'amour optimiste, parce que l'amour est beau. Mais on va y revenir. Est-ce qu'on peut déjà, pour ceux qui n'ont pas lu l'ouvrage, représenter un petit peu, on a un peu pris l'avance, on revient, on représente peut-être, décris-nous les lieux, et puis on va parler de ces familles qui restent, les personnages qu'on va suivre dans ce récit. Donc tu as dit que c'était donc dans la montagne, c'est assez pelé, on veut dire, c'est un lieu qui est battu par les vents, enfin, pour nous donner des images un petit peu... C'est un lieu assez magique, hein. C'est une sorte de lande, hein, quand on monte, il n'y a pas beaucoup de sol, hein, mais il y a beaucoup de terre arable, donc forcément les cultures sont relativement maigres. Et donc c'est l'histoire de 3 familles en fait, qui se retrouvent dans un hameau de Saint-Paul-de-Salaire. Et il y a donc la famille Larry avec le fils, sa mère Mathilde et la grand-mère. Le père s'en va. Donc la première scène, c'est le départ du père sur son cheval de trait. Ensuite, on a Léonard et Lucie. Léonard, c'est un vieux bonhomme qui s'est pris d'amitié pour Joseph et qui va prêter sa mule. Le lien, en fait, c'est toujours les animaux font toujours le lien, en fait. Shakespeare, nous sommes aussi la nature. J'aime beaucoup. Donc, les animaux font le lien. Et ils font le lien notamment parce que ce sont des gens qui ne se parlent pas. Enfin, ce sont des univers de taiseux. Donc, on se débrouille pour faire le lien avec des gestes, des animaux, plein de choses comme ça. Et donc, Léonard, il va lui apprendre la vie, puisque son père n'est plus là. Et souvent, on sait que les liens sautaient des générations, c'est-à-dire que les sentiments, ils ne passaient pas par les parents, mais plus par les grands-parents. Oui, c'est un peu... bref. Et donc, il y a cette espèce d'histoire comme ça, parallèle, d'amitié aussi entre ce jeune gamin et puis Léonard. Et il va lui apprendre aussi la transgression. Une valeur aussi qui peut être fondamentale. Et puis il y a une 3e famille, qui est la famille Valette, de drôles de personnages. Un type qui ne peut pas partir, lui, parce qu'il a la main broyée, il a eu la main broyée, donc effectivement il ne peut pas tirer avec un fusil, il ne peut pas appuyer sur une gâchette. Et sa femme qui est très... bon, c'est son portrait, mais elle a une drôle de façon de s'en sortir, elle. Le fils s'emballe dans cette famille. Dans celle d'Elary, c'est le père qui s'en va, là c'est le fils qui s'en va. Et donc c'est une rage pour ce Valette-là de ne pas partir, parce que lui, c'est une guerre qu'il ne peut pas mener, et lui il voulait y aller. Et là-dessus, évidemment non, mais le truc qui s'est imposé à moi, ce Valette, il a un frère qui part à la guerre, lui. Et ils habitent dans le nord de la France, et donc pour protéger sa famille, il envoie sa femme et sa fille chez son frère, sans se douter qu'il l'envoyait peut-être dans la gueule du loup. Ça, ce sera à vous de voir. Et en fait, c'est assez bizarre l'écriture, parce que quand j'ai eu fini le livre, je
je me suis aperçu que c'était le seul personnage que je ne prénommais pas. Je l'appelle Valette. Tous les autres ont un prénom. Et en fait, c'est l'ogre des contes de fées. Sauf que l'ogre, souvent, on fait l'économie de son histoire quand on nous la raconte, quand on est gamin. Il est là, voilà, c'est le monstre, etc. Et j'ai essayé de creuser sa psychologie, moi, parce que il n'y a pas très longtemps, j'avais une discussion où on me disait, parce qu'à des moments, moi, il me semble qu'il est touchant, ce type-là, dans toute son abomination, etc. On me dit, ben oui, vous le rendez humain à des moments. Mais je dis, non, je ne le rends pas humain, c'est un humain. Un humain peut être comme ça. Voilà. Et donc, je m'égare peut-être un peu dans la montagne, moi aussi, mais voilà, c'est la galerie de personnes. Alors, forcément, tout ça, on est un peu en route vers une tragédie, ce qui ne veut pas dire que tous les destins seront tragiques, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais la guerre pousse les protagonistes de l'histoire, enfin on sent qu'il y a une espèce de précipice au bout, et puis après je ne maîtrise pas toujours ceux qui sautent et ceux qui ne sautent pas, ceux qui font demi-tour, ceux qui se cassent la figure avant, pardonnez. Donc on va se retrouver donc avec des sortes de familles recomposées, parce que c'est des gens notamment pour Hélène et Anna, c'est des gens qui débarquent de la ville dans un univers assez rude, chez Valette et son épouse, des gens très, très rudes. Et puis de l'autre côté, un Joseph à qui on va, dans les canons et les standards, même encore peut-être aujourd'hui, on va demander en tant qu'homme restant d'assumer le poids de la gestion de la famille. Ça, c'est une charnière fondamentale qui m'intéresse énormément, c'est le passage de l'enfance à l'adulte. Et là, on le précipite dans l'âge d'homme avant qu'il ne soit préparé. Forcément, la guerre le propulse dans ce... Il va être doublement propulsé dans cet âge d'homme par la guerre, mais aussi grâce à l'amour. C'est-à-dire que... Et lui, il n'a pas les codes. Hein, comme cette fille et sa mère n'ont pas les codes de la vie à la campagne, elles arrivent là, mais chez cette espèce de type bizarre avec sa femme, elles viennent de la ville, elles n'ont absolument pas aucun code de cette vie rurale. Mais par contre, cette Anna-là, elle a plus de codes de l'amour. Au niveau des sentiments, elle parle, elle. Et elle va faire le lien comme ça. Parce que souvent les femmes ont la parole et les hommes sont plutôt des œufs. Ils ont du mal à exprimer leurs sentiments. Et en fait, c'est un livre d'initiation vraiment, d'apprentissage et aussi de comment on peut faire le lien comme ça entre les êtres humains. Un lien qui est distendu par quelque chose par cette guerre dont on va jamais quasiment parler. On n'entend que la rumeur de la guerre et pourtant elle est constamment présente, puisque le peu qu'ils conservent est susceptible d'être pris à chaque instant. Est-ce que, je n'en ai pas parlé avant, est-ce qu'on pourrait lire juste un petit passage? Oui, si tu veux. Effectivement, la guerre est là. Évidemment, elle est là. Il y a des lettres qui arrivent, on entend des porteurs, etc. Mais chacun veut la repousser derrière une autre porte que la sienne. Voilà. Le malheur, il n'est pas pour soi, il est pour les autres. En même temps, c'est un instinct de survie. Et justement, j'ai trouvé qu'il y avait un très très beau passage des effets de cette guerre dans... C'est moi qui lis ? Ouais. Juste ce passage. Ouais. Parce qu'après on finit de chercher. D'accord. Mot. C'était ainsi que l'appelait sa mère et sa sœur cadette. Pour les autres, il était le fils pionnier, et pour son père, Maurice. Ce père qui lui avait appris les secrets du frère, comment on le mâchait avec respect pour lui faire prendre le pli, les gestes ataviques du forgeron, la chauffe du fourneau et l'action du soufflet,
le rebondi du marteau sur l'enclume pour économiser les forces, et puis la frappe précise, le façonnage d'une penture. Un long apprentissage où le faire étouffait le dire, où les fiertés contenues soufflaient sur les braises de la forge vivante, pour que jamais ne s'éteigne la flamme. Toutes ces choses patiemment transmises depuis l'enfance, patiemment acquises, ne serviraient désormais plus à mot, ne servirait désormais pas plus à mot qu'à Maurice. Le fils pionnier était tombé, récipiendaire héroïque tout autant qu'inutile. Une lettre l'affirmait, 5 lignes écrites sur une feuille de papier jauni arrachée d'un cahier. On entendit la mère crier un matin de septembre, et son cri se répercuta dans toute la vallée en un innommable écho, une âme déchirée. Quand elle ressentit la traversée de son corps par une balle de Mauser C-96, une balle enfantée par son propre fils, une simple balle qui transperça le village tout entier. Car l'onde de choc de ce cri venait à elle seule confirmer la peur et détruire les dernières illusions. Maurice Pionnier, premier de toute une série de noms que l'on graverait bientôt à la surface d'une pierre dormant encore au creux d'une paisible carrière baignée de chants d'oiseaux. Des noms que l'on répéterait parfois en un sinistre bégaiement sur le monolithe à la gloire de la grande coupable. Des noms gravés avec cette balle de fusil, qui n'en finirait jamais de sculpter la mort durant la guerre qui allait suivre. Tous les cris qui sortiraient bientôt d'autres bouches, toutes les larmes qui déborderaient d'autres yeux, et toute l'impuissance qui ravagerait les cœurs soumis. Ce premier cri qui fit désespérer les uns, se préparant au pire, à crier à leur tour, quand d'autres se prenaient à espérer, attendant de voir paraître un corps aimé, même estropié, qu'il en revint au moins quelque chose. Chez les pionniers, la forge se tut pendant 5 jours, un temps durant lequel la perte ébranla leur foi, chacun à sa manière injuriant le ciel en silence, jamais plus que le ciel. Passé ce délai fait d'interminables nuits, ils se remirent à parler à ce Dieu de misère, la mère d'abord, dans un murmure, afin que rien ne fût vraiment vain. La seule façon d'emprisonner une souffrance chronique, comme un parasite au cœur d'une tumeur fabriquée par un corps, ne sachant la combattre autrement. Le père pria d'une autre façon. Il s'en alla rallumer le fourneau, planta des fers dans les braises, et la forge se remit à respirer de nouveau, le souffle à peine un peu plus court. Merci. Donc, l'un des très beaux passages de Glaise et qui raconte et résume pas mal de choses de cette période, c'est-à-dire le fait que des gens sont frappés par la perte d'un être, alors qu'ils s'en doutaient, mais qu'ils peut-être refusaient de l'imaginer, et le fait que derrière, il faut continuer à avancer. Dans toute ta préparation d'écriture, etc., est-ce que c'est tu as l'occasion de recueillir des témoignages écrits, de lire des témoignages écrits de cette sorte, ou c'est parce que c'est assez fort, c'est assez marquant le fait que on est toujours en train d'imaginer les gens dans les tranchées et on n'imagine jamais ce que ça peut donner à l'arrière. J'ai beaucoup lu, encore une fois, j'ai beaucoup lu, mais je pense que la révolte fait le reste. J'écris vraiment à l'instinct et j'ai l'impression d'être possédé par cette mère-là qui reçoit cette nouvelle-là, et c'est des chapitres que je ne retravaille pas. Vraiment, c'est une espèce de révolte qui est propulsée comme ça sur une page blanche. Et ouais, c'est vraiment très instinctif. Mais ça vient aussi du fait que j'ai beaucoup lu, que je me suis nourri de cette révolte-là. Ouais. Est-ce que, donc, là, avec cette lettre, cet épître qui vient annoncer la mort, on rentre aussi dans quelque chose qui, pour moi, ressort beaucoup du livre, c'est-à-dire le roman, tu parlais de l'amour, mais le roman des passions, le roman des pulsions. J'ai trouvé qu'il était très forte, pas forcément sous l'angle des pulsions négatives, puisqu'on parle d'amour, mais alors, si on évoque quelques passions ou pulsions, j'ai quelque chose qui vient tout de suite à l'esprit, je repense à Valette, l'histoire de la violence aussi, de la guerre bien sûr, mais lui-même
exerce une forme de violence dans son territoire, parce qu'il justement, on a l'impression que la cupidité, le fait de vouloir agrandir ses terrains, il est toujours en train d'aller, de vouloir s'imposer aux autres, et notamment à la jeune Anna. Cette figure-là, elle est forcément liée aux hommes, ou est-ce que, est-ce que c'est le propre du propriétaire? Chacun s'exprime avec ses codes pour revenir, et la violence est un mode d'expression, évidemment. La violence, c'est un moyen de s'exprimer, c'est l'incommunicabilité la plus exacerbée. Il ne sait pas comment faire. Et c'est une agression, cette fille qui arrive là, cette femme et cette fille qui arrivent là, c'est une agression. C'est une double agression parce que elle est belle, d'abord. Et lui, c'est un monstre. Il a conscience que c'est un monstre. Il y a une scène, justement, où, sans rien dévoiler durement pour ceux qui ne l'ont pas lu, où il caresse son chien et elle vient le chercher pour manger. J'en dis pas plus, mais il se passe un truc là, à ce moment-là. Et c'est juste impossible de faire face à ce moment où il semble dépossédé de sa peau d'enragé, etc. Et il peut juste pas supporter ça. Je sais plus pourquoi je dis ça. On est en train de parler de la violence de Valette. C'est un enragé vraiment, c'est un type qui... Mais en même temps, encore une fois, c'est un humain, et c'est un humain qui peut être complètement désarmé par rapport à... Il a la possession, tout ça, effectivement, c'est une façon aussi de maîtriser son univers, parce qu'il a l'impression de maîtriser son univers. Sauf que, quand il est face à une situation qu'il n'a pas prévue, ça arrive à 3 reprises dans le livre, il ne sait absolument pas comment réagir. Et même la violence ne suffit pas. Alors comment on fait quand la violence ne suffit pas? Je vous laisse lire le livre. C'est vrai que, paradoxalement, ce que tu soulignais, c'est qu'avec Valette, c'est un personnage qui est d'une violence importante, mais c'est quelqu'un avec qui on fait la transition vers l'amour. C'est complètement paradoxal. En fait, on a l'impression que c'est quelqu'un à qui l'amour se refuse, ou qui ne sait pas exprimer, qui n'a pas les mots pour pouvoir exprimer peut-être cette bonté cachée et qu'il voudrait donner, mais il a un paravent. Oui, paraître bon, c'est un aveu de faiblesse. Il y a deux... c'est des thèmes faulknériens. Je ne peux pas ne pas citer Faulkner. Et en fait, c'est un univers qui est porté par le sexe et la mort. Et la transition, par cette histoire d'amour-là, moi j'ai voulu aussi montrer que ça pouvait être aussi l'amour et la vie. Voilà. Donc pour contrer cette histoire de sexe et de mort, il y a la vie et l'amour. Voilà. Et voilà. Et justement, quelque part comme en évidence face à ce que tu viens de dénoncer, il y a parce qu'il n'y a pas d'autre valeur dans ce milieu-là pour lui que le travail. Un homme existe uniquement par son travail. Ce qu'il est capable de produire, la supériorité qu'il est capable d'exercer sur l'univers. C'est-à-dire, en l'occurrence, là, son petit univers, c'est une fois qu'il maîtrise sa femme et son fils, qui est complètement sous les ténoirs, évidemment, qu'est-ce qu'il lui reste? Essayer de posséder les terres un peu autour, et puis d'essayer d'exercer son emprise sur d'autres personnes. C'est du pain béni. Il arrive, la femme de son frère qu'il déteste, parce qu'il est devenu tout ce qu'il ne pouvait pas être, il est sorti de sa condition, et sa fille, qui est une fille qui est quand même très jolie, et qui le met en face de quelque chose d'insupportable. Et une jeune fille qui n'est pas soumise, qui est indépendante, bien que ce soit encore une adolescente. C'est vraiment, oui, les 3 générations, il y a les grands-mères qui sont incapables de faire face à c'est les fils qui parlent. Je crois me souvenir d'une phrase, parce que oui, j'ai un peu écrit le livre,
où Marie, à la fin du premier chapitre, elle termine en disant, elle pense à Mathilde et elle se demande comment elle va pouvoir supporter ce départ. Elle dit qu'elle sait ce qu'une femme est capable de supporter et une mère jamais. Donc elle ne pourra pas faire face. Les mères, elles ont cette capacité d'adaptation, Mathilde par exemple, qui prend le pouvoir de la ferme. Et Anna qui, elle arrive d'une façon, entre guillemets, vierge de toute cette emprise masculine, parce qu'elle est dans un milieu aussi citadin. Et donc vraiment, il y a trois façons d'aborder justement cette nouvelle vie qui est aussi due paradoxalement à la guerre. Parce que c'est très paradoxal. C'est ce que Joseph est incapable de c'est un mot que je n'aime pas utiliser, mais je n'en vois pas d'autre, gérer. Il n'y a pas un synonyme. Je déteste ce mot. Et parce que la guerre lui prend son père, mais elle lui amène l'amour. Mince. Quelle culpabilité à vivre pour un gamin de 14 ans. Et c'est une sorte d'amour en plus, amour innocent, quelque part. C'est-à-dire que l'amour qui va développer avec Anna, les sentiments sont presque, apparaissent comme, enfin, pas en contradiction, mais ils apparaissent très éloignés du quotidien. Cette relation entre les deux, elle est très belle. Et elle est à l'initiative d'ailleurs d'Anna, qui pousse un petit peu... Elle le prend par la main, comme souvent les femmes avec les hommes. Hein. Elle le prend par la main, elle va l'initier aussi à... Alors, moi, quand j'écris, c'est jamais frontal non plus. Mais voilà, ça reste assez... c'est quelque chose de très, qui peut être très casse-gueule à écrire, effectivement, mais je me laisse porter par la poésie aussi, sans trop en dire, de justement comment cette jeune fille le prend par la main et lui montre ce que peut être aussi lui faire combattre sa culpabilité, lui faire accepter cette relation qui lui tend les bras, quoi. Oui, parce que tant que les pères ne reviennent pas, Anna reste. Et ça, c'est compliqué, ça. Oui, il espère que la guerre dure encore un peu. Et pourtant, il en voit les ravages au quotidien. Alors, pour reprendre le titre, Glaise, et faire une allusion à ce titre, finalement, la véritable personne qui sculpte, c'est Anna. Ouais, c'est joli, ça. Elle va sculpter Joseph. Ouais. C'est là où, enfin, on parle de roman d'apprentissage aussi, de transformation. On est assez, à chaque fois, on voit les personnages suivre leur chemin, et on voit assez Joseph se développer en tant que, enfin je ne vais pas dire homme, mais adulte, en tout cas passer des étapes dans sa vie au contact de cette jeune fille, puis de cette histoire. C'est les femmes qui sculptent le monde, hein, c'est pas les hommes. Hein. Ils ont l'illusion de le sculpter, mais c'est pas eux. Hein. Nous savons bien, nous hommes. Hein. Comment est-ce qu'elle le sculpte, justement, dans tes romans, si on repense à... Je me laisse sculpter. C'est très agréable. C'est plein de... On est bien d'accord, c'est un titre à multiples entrées. Tout à fait. Fausse piste aussi. Parce qu'évidemment, spontanément, Glaise, en 4e de couverture en 1914, on peut se trancher tout de suite. Oui. Et non. Il y a plein d'autres Glaises. Mais oui, ça j'aime beaucoup. Et puis je trouve que c'est un joli mot. C'est un joli mot. Et puis voilà, l'émancipation par l'art, c'est quelque chose que j'avais déjà effleuré avec Plateau. Ce type qui achète une caravane remplie de livres, alors qu'il paraît être un rustre, je crois beaucoup à ça, moi. Et il ne faut pas se fier aux apparences. Surtout pas. Alors, ce qu'il y a aussi que j'ai trouvé qui était en rupture, ou en tout cas assez différent des précédents titres que j'ai lus. Je n'ai pas lu tes précédents chez les autres éditeurs. J'ai lu Vagabond, mais c'est que dans ce livre-là, tu as une écriture qui est très, très rapide, très dynamique, et il est très rythmé notamment d'abord par les saisons, mais aussi en termes pour le lecteur, en termes de paragraphes.
est-ce que, comme tu disais, tu as fonctionné par jet et ensuite remodelé tout ça, ou est-ce que tu t'es vraiment forcé à vouloir donner ce rythme? Alors d'abord il y a pas mal de personnages, donc il ne fallait pas que je me perde avant tout. Mais je ne travaille jamais deux livres de la même façon. D'abord je m'ennuierais. Mais j'ai travaillé très différemment là. J'écrivais souvent dans la continuité en fait. Par exemple quand Joseph était avec Léonard, ça pouvait se faire sur une 50aine de pages. Et quand j'ai eu terminé le premier jet, j'ai remonté un peu le livre comme un monteur de cinéma. Donc j'ai redécoupé en fait les chapitres plus courts de façon à jamais me perdre et que les chapitres se répondent. Je pouvais garder le personnage sur 2-3 chapitres, hop, je passais de façon à ce que ça s'enchaîne. Et j'ai un certain goût pour les histoires et pour que ce soit haletant. Moi, mes premières émotions littéraires, moi, c'est Dickens, Stevenson, Melville, Conan Doyle. Donc j'ai envie aussi de me surprendre et du coup de vous surprendre aussi. Et donc voilà, je voulais que ce soit beaucoup plus rythmé et passer d'un personnage à l'autre comme ça assez rapidement. Et que moi j'avais toujours envie de continuer. En fait. Bon, alors j'espère qu'à la lecture on a toujours envie de continuer. Tiens, un chapitre encore, je vais dormir, non, je vais m'en faire un autre. Ouais, comme ils sont courts. Voilà, ça me piège. Mais rassurez-vous, je ne pense jamais à vous quand j'écris. Ben non, heureusement. Heureusement. Ça voudrait dire que j'imagine ce qui pourrait vous plaire, et donc j'écrirai en fonction de ce qui pourrait vous plaire. Non, non. Ça marche dans votre sens. C'est génial quand ça marche. Donc, j'essaie de ne pas trop rentrer dans le détail pour ne pas trop dévoiler, parce qu'il y a vraiment tout un univers à découvrir, notamment les relations entre les personnages, comment ça va évoluer. Est-ce que tu pourrais nous lire un petit passage sur justement les sentiments qui vont naître entre Joseph et Anna, parce que je trouve que c'est aussi un passage très beau. On parle de ce jeune homme qui est à la fois innocent dans son amour, mais en même temps, comme tu le dis, qui porte une culpabilité terrible. Donc il commence déjà à perdre un peu de son innocence. Alors c'est... Hein? Non. C'est pas cette scène-là. Alors, ici, jusque-là. Ah, ouais. Allez, on se fait plaisir. Une brise légère ébouriffait les feuilles des arbres. Deux cochons tachetés de noir mangeaient des glands attendris par la fraîcheur de l'ombre, ne le sans rien perdre, retournant les feuilles sèches et les mousses avec leurs groins, sous la garde d'un Joseph abîmé dans la contemplation du puits violent. Le nec de basalte en contrebas de la montagne ressemblait au museau d'un dragon en sommeil. Le regard du jeune homme passa du sommet aux fauves prairies, puis aux forêts, et revint en sens inverse se fixer sur le puits, avant de bifurquer vers la masse endormie du roc des ombres. Il tenta d'imaginer qu'il voyait ces montagnes pour la première fois, mais n'y parvint pas. Elles avaient toujours été là, évidemment, et elles ne bougeraient pas d'un pouce, même s'il leur tournait le dos. Joseph avait toujours pensé qu'il ne pourrait jamais quitter ce pays dont il faisait intimement partie, simplement parce qu'il était né là, et qu'on lui avait inculqué l'idée qu'il était suffisant de naître quelque part pour y appartenir. Qu'il n'y avait rien d'autre à espérer que de gravir et descendre indéfiniment ces montagnes. Et voilà que deux événements étaient en train de bouleverser sa vie. Le départ de son père et l'arrivée d'Anna. L'un indirectement lié à l'autre. Il se concentra pour classer ces événements par ordre d'importance. Son père d'abord, bien sûr. Il en voulait aux montagnes de n'avoir su le retenir. Elle qui avait retenu des générations de Larry pour un inconnaissable projet, avait été incapable de garder celui-là dans leur giron minéral. Et puis la fille après. La fille d'abord, bien sûr, qui remisait le souvenir de son père en arrière-plan, malgré lui. Il essaya de se remémorer ce qu'était sa vie avant elle, et l'image qui lui vint était celle de ce volcan éteint à l'horizon, inconscient du feu qui couvait.
ce feu en Joseph. Parviendrait-il à le garder au fond de son corps, à force de volonté? La question racla les os de son crâne. Alpiniste en perdition, pendu à la roche par une corde fragile. Une ombre balaya la question, et aussi tout espoir de rester accroché à la paroi. Il se sentait inexorablement dépossédé de ce qui avait eu de l'importance à ses yeux, maintenant que se dressait l'apic qu'était cette fille à qui il ne cessait de penser. Tout ce qu'il voulait gravir sans la moindre assurance de parvenir au sommet. Joseph tenta de se raisonner, se demandant comment ce qui n'existait pas avant pouvait se mettre à compter autant du jour au lendemain. Il ne s'agissait pas simplement d'Anna, mais aussi de l'empreinte qu'elle avait abandonnée, comme une trace figée dans les neiges éternelles. Ce baiser qui avait chamboulé la géographie de Joseph. Il ne trouvait pas de mots pour qualifier cette sensation vorace. De toute façon, il lui aurait fallu en inventer de nouveaux, et il n'était pas dans l'invention. Des mots, il n'en possédait pas tant que ça. En tout cas, pas qui aurait pu convenir pour rendre grâce à ce sentiment. La conscience surnaturelle que ce baiser n'était pas une pierre posée au hasard, mais qu'il s'agissait d'une construction grandiose, s'élevant bien au-delà des montagnes. Reconnaître et nommer l'odeur de l'acacia en fleurs, du chèvrefeuille, les oiseaux à leur chant, la plupart des animaux embusqués dans ce grand cirque, les arbres, tout cela était en son pouvoir. Et voilà que cette grande encyclopédie devenait obsolète, mise respectueusement à distance par de nouvelles vérités, une présence importée, une forme magistrale de chair, l'expression de miracle. D'écrire Anna n'aurait pu rendre justice au sentiment engendré par le cœur de Joseph, si loin du simple désir de renouveler un baiser, aussi puissant fut-il. Tout en elle était mouvement, perpétuellement accordé à la nature sauvage en rien trahi, quand elle posait les yeux sur lui. Capable de donner la vie et de la reprendre dans une même fraction de seconde, qui n'était dès lors pas du temps, mais une infime abstraction de l'espace séparant deux corps. Car cette fille était à elle seule tout l'espace dans lequel se mouvoir, la voie lactée où se baignent les étoiles. Certes, il avait goûté à ses lèvres, mais il avait également frôlé sa poitrine et les parenthèses de ses hanches. Il y eut d'autres baisers, plus assurés que le premier, des baisers qui mélangeaient de pareils désirs. Il se donnait rendez-vous en cachette à la Croix des Vachers, aussi souvent que possible. Quelques minutes pouvaient suffire à porter une journée sur un nuage, voleur de temps habité d'urgence, une urgence de peau et de regard. Il n'était pas à un âge où on a peur de l'extrémité des désirs. La perfection de l'inconnu était pour eux la plus douce des musiques, une symphonie en train de se composer. Ils se cachaient, non par honte, mais pour que nul ne songeât à leur dérober ne serait-ce qu'une once de cette magie que, n'ayant visiblement plus accès aux émotions de l'adolescence, désormais bridés, ravinés ou même inconnus, les adultes auraient sans nul doute qualifié de ridicule. Adultes qui pensaient que la vie c'était autre chose que des violons, ne se seraient pas privés de faire entendre leurs propres raisons à ces jeunes insouciants. Pourtant, eux mouraient d'envie de cracher tout ce que contenait leur cœur, sans se soucier des regards, se retenaient. Une manière de retarder le basculement engendré par un aveu aussi puissant et mièvre qu'un simple « je t'aime », qu'ils n'osaient encore prononcer. Alors, ils fuyaient la crainte en étirant l'espace et le temps. Une fois séparés, ils continuaient de s'apprivoiser en imagination, se souvenant des baisers, des gestes, avec encore le feu abandonné par la trace d'une pomme sur un visage, et même par l'ombre de cette pomme. Ils s'ouvraient alors à des territoires effrayants de beauté, de douceur et d'inconnu, absents au monde débarrassé de ses lourdeurs, deux corps préservés des intempéries. Merci. Alors, je tenais absolument à ce que tu lises ce passage, parce que, comme tu l'as dit dès le départ, c'est un roman d'amour. On a beaucoup échangé avec les personnes qui ont lu le livre et puis qui sont revenus nous donner leur avis. Et souvent, le message qu'ils nous ont transmis, c'est sombre. Alors, on profite de cette soirée pour en fait montrer que si on a complètement adhéré à ce livre, c'est que pour nous, c'est un roman d'amour. Il est très optimiste en fait. C'est peut-être même le plus optimiste de tes ouvrages. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
pour... Est-ce que déjà dans l'écriture, tu étais dans cette intention de présenter, enfin tu es parti de cette histoire d'amour? Les étoiles la journée, la lumière, c'est pas très intéressant, mais la lumière la nuit, c'est beaucoup plus joli. Donc éclairer l'obscurité, c'est... Moi, effectivement, il y a la guerre de 14, la lettre, etc. Ok, Il y a un contexte. il y a un contexte, mais vraiment, moi, j'ai été porté par cette lumière, par la lumière de ces deux gamins, et puis par l'amitié, vraiment, aussi, Léonard et Joseph, qui m'a suivi tout le long du livre. Et ouais, en fait, nous ne sommes jamais les mêmes la nuit, effectivement, Mark Twain. Et bien voilà, la nuit, on peut l'éclairer la nuit. Le roman noir, c'est pas que noir le roman noir, c'est aussi, c'est justement comment on peut éclairer. Alors on peut l'éclairer par cette histoire d'amour aussi, mais aussi par la langue, par la poésie de la langue. Je parle souvent de McCarthy, moi, vous lisez Meridian 100 ou L'obscurité du dehors, plus noir, vous allez voir, mais la langue est lumineuse en fait. Donc il y a plein de façons d'éclairer un roman. Et après on en retient aussi ce qu'on veut bien en retenir. Et on peut se focaliser effectivement sur la noirceur du roman parce que ça va nous parler à un moment donné. Mais ça appartient à chacun. Il y a des lecteurs qui vont plus s'approcher de l'amour, s'approcher de l'amitié, s'approcher de l'ogre, s'approcher de la violence, s'approcher de la... Ça appartient au lecteur. Mais moi, en tout cas, en l'écrivant, ça m'a porté. Et oui, c'est un peu une nouveauté. Mais en fait, je tenais à faire ce propos-là et à te faire réagir parce que c'est aussi, je trouve, notre rôle d'essayer aussi de montrer à travers les textes que parfois l'évidence n'est pas celle qu'elle paraît être. Et s'il y a du noir, c'est parce qu'il y a un contraste. Très bien, donc voilà, c'était une petite aparté que je voulais faire pour qu'on puisse ensuite enfin, échanger autour de ça. Parce que c'est vrai que il est trop facile de ramener un ouvrage à un courant, comme était ramené aussi ces ouvrages-là, notamment le précédent, à une littérature de la ruralité, où on en avait discuté d'ailleurs ensemble. C'est des ouvrages qui sont beaucoup plus complets et qui dévoilent d'autres facettes. Et là, si je vous invite, pour ceux qui l'ont lu, à relire le livre, vous verrez que vraiment c'est cette lumière en fait qui est complètement, qui va vous éblouir véritablement, vous allez voir, à travers certaines scènes que je ne citerai pas parce que je ne veux rien dévoiler, mais elle est là présente tout le long. Voilà. Donc, pour finir avec Mark Twain, vous dites aussi nous avons le choix du noir, mais aussi de la lumière. C'est le lecteur qui après prend possession de ça. Ça ne me regarde plus, mais oui, c'est très juste. on peut passer à une phase de questions. En mars 2015, au Quai du Polar, on avait parlé de Grossir le ciel, et tu m'avais dit que pour Grossir le ciel, tu avais dégrossi le texte. Donc j'aimerais savoir la genèse de ce roman. Blaise, est-ce qu'il a été dégrossi? Qu'est-ce qu'il en a été au niveau de la correction? Est-ce qu'il a été épuré, revu? Est-ce qu'il a été moins, on va dire, moins peaufiné que Grossir le ciel, par exemple? Je crois que je travaille de plus en plus mes textes. Je passe de plus en plus de temps à écrire. Non, il n'a pas été... c'est très différent l'histoire de Grossir le ciel. Ah mais complètement, je parle juste au niveau de la genèse. C'est très différent, je veux dire, parce que je pensais que ça n'intéresserait absolument personne, donc je vais essayer de passer 3, 4, 6 mois avant de retravailler ce bouquin. Effectivement, je vais en faire 9 versions, je crois, mais les autres c'est pareil, hein, j'en ai fait autant de versions, sauf que je travaille plus.
travaille tous les jours parce que voilà, j'ai la possibilité aujourd'hui, puis c'est ma vie, je crois. Mais non, je crois que je travaille encore plus mes textes. Mais chaque histoire impose une narration différente. Et souvent impose une langue un peu différente, même si j'espère que... Donc on ne retrouve pas forcément le style Franck Bouys. Si par exemple, bon, il y a des livres qui sont très marqués, je sais pas si on prend Simenon par exemple, on reconnaissait, on ouvre l'intérieur d'un roman, on reconnaît l'écriture de Simenon. Mais alors si tu changes suivant l'histoire, est-ce qu'il y a quand même une patte Franck Bouys? J'espère bien ne pas changer de style, je change de narration, ce qui est différent. En effet. Voilà. En effet. Mais je ne peux pas me départir de la poésie. Moi, je suis nourri en poésie et voilà, j'espère être relativement reconnaissable. Mais non, en tout cas, Blaise, j'ai dû en faire 7 ou 8 versions. Ah oui? Ouais. Et tant que c'est pas, tant que je suis pas arrivé à ça, je dis pas je vais lire des livres, et à un moment donné, je me dis, ouais, c'est ça, je voulais le dire comme ça. Et je m'arrête à ce moment-là. Et chaque livre, je sais que c'est un aveu d'échec. Je sais qu'il me permet de passer à un autre. Si j'avais l'impression d'avoir fait la perfection. On part tout ça, vous savez, les parpaings, c'est parfait. C'est magnifique. On fait un mur qui tient droit, c'est nickel. Et moi, je préfère les murs en pierre sèche. Il n'y a pas une pierre pareille. Ça tient. Et c'est beau. Donc, j'ai un rapport à... c'est marrant parce que j'ai un rapport à la musicalité, à la beauté, pour moi, de ma beauté à moi, de la phrase d'œuvre, qui peut ne pas être du tout celle de lecteur, hein, c'est pas un problème. Mais j'ai un rapport à cette beauté qui contraste à l'absence de beauté, justement, qu'il y a dans mes personnages. Parce qu'ils n'ont aucun rapport à la vie. C'est un langage qui leur est complètement indifférent. C'est-à-dire qu'un paysan, il ne va jamais admirer un joli papillon ou un arbre. Non, il y a toujours un rapport à l'utilité.